Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler encore d'un monument important de la ville. Alors avec une caractéristique, c'est un monument qui n'existe plus. C'est une partie du système de défense de la ville close qui va être présent de la fin du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Et il s'agit tout simplement du bastion de Mercœur. Alors, ce bastion a totalement détruit, été totalement détruit. Il se trouvait à l'angle sud-ouest de la ville close. Alors, on le connaît comment? On le connaît tout d'abord grâce à l'iconographie, aux documents d'archives, puisqu'en fait, il est visible sur trois des plus importants plans de la ville. Le plan établi par Christophe Tassin en 1636, que vous avez là. Il est également visible sur le plan d'un cartographe allemand, Caspar Merian. On est un petit peu plus tard, on est toujours au XVIIe siècle, mais on est dans les années 1660-1661. Et puis, il est visible pour la dernière fois en 1756 dans le célèbre plan de Paul-Christophe de Robien, qui avait dans son Atlas de Bretagne fait représenter cet élément. Alors, tout d'abord, ce bastion est construit quand? Il est construit à la fin du XVIe siècle. Il est construit dans la suite des deux sièges que la ville va subir pendant les guerres de la Ligue. Alors les guerres de la Ligue, qu'est-ce que c'est? La guerre de la Ligue, c'est tout simplement un des derniers avatars des guerres de religion qui voit s'opposer la Ligue ultra-catholique, comme son nom l'indique, qui est menée notamment en Bretagne par Philippe Emmanuel, duc de Mercœur, qui va s'allier, qui va chercher alliance avec les soldats espagnols qui viendront assiéger Hennebont en novembre et en décembre 1590. Et lors de cet épisode des guerres de la Ligue, la ville est attaquée, elle est canonnée. On le sait grâce au journal de Jérôme d'Arradon. La famille d'Arradon est une famille extrêmement importante. Les membres seront gouverneurs de Vannes, mais également gouverneurs d'Hennebont. Le plus fameux Jérôme nous a laissé un journal dans lequel il raconte sa vie, et notamment tous ces épisodes de la guerre de la Ligue. Où il nous apprend comment il a chargé à la ville d'Hennebont, comment il a canonné l'enceinte. Jusqu'à détruire tout un pan de rempart. Et c'est dans la suite de ces événements où on a un pan de rempart qui est détruit. On avait des soldats espagnols et des canons qui étaient positionnés sans doute sur la colline du Mont Délice, au bout de Kériway. Il y en avait qui étaient de l'autre côté, du côté de la vieille ville. Donc on voit très bien quel flanc de l'enceinte a été touché. C'est vraiment le flanc ouest, le long du Blavet, et puis la pointe sud-ouest. Il y a fort à parier qu'à la place de ce bastion, il y avait à l'origine une tour, puisqu'évidemment, on ne peut pas laisser un angle de citadelle sans protection, et la tour est l'élément qui permet d'abord de renforcer l'angle, de renforcer le mur, et puis qui crée un point de surveillance et de défense extrêmement important. Quand on regarde l'organisation générale de l'enceinte urbaine, on voit qu'effectivement, cet angle est extrêmement important, puisque vous avez à l'ouest, il y a le Blavet, mais au sud, il y a le ruisseau du Loireau et les deux grands étangs qu'on appellera plus tard les étangs des Capucins, qui forment la confluence entre ce ruisseau du Loireau et le Blavet. Il faut aussi avoir en tête qu'avant le XVIIIe siècle, et a fortiori avant le XIXe siècle et la canalisation, le Blavet est une rivière sauvage, et que le Loireau, de la même façon, n'est pas contrôlé. Donc on peut imaginer que par marée haute ou forte pluie, on a une zone basse de l'enceinte qui est totalement inondée, et vous avez les rivières qui viennent battre les flancs de l'enceinte. Donc on avait sans doute à cet angle-là une tour. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est dans le texte de Froissart qui nous parle du siège d'Hennebont. On évoque que la comtesse Jeanne de Flandre était tout en haut de la plus haute tour d'Hennebont et qu'elle guettait vers la mer l'arrivée de ses alliés anglais. Donc probablement que la tour dont il s'agit, c'est celle qui a disparu. Alors peut-être qu'un jour, espérons-le, à la faveur d'un diagnostic archéologique, on retrouvera trace de cet élément médiéval qui était la tour à cet emplacement-là. Le fait est, c'est qu'elle est sans doute détruite au moment de ce siège de la guerre de la Ligue, et que dans la foulée, on va faire construire ce bastion. Il va porter donc le nom de bastion de Mercœur, pour rendre hommage au duc, ou de Lorraine, pour rendre hommage à également au même personnage et à son titre. Alors,
Qu'est-ce qu'un bastion? Un bastion, c'est une évolution dans l'art de la fortification. On commence à cette période de la fin du XVIIe siècle à utiliser des canons qui tirent de façon un petit peu plus tendue, qui envoient des boulets métalliques qui font énormément de dégâts. Donc on n'a pas intérêt à avoir des tours extrêmement hautes parce qu'elles sont plus propices à la destruction. De même, on a intérêt à avoir des murs qui soient de plus en plus massifs pour pouvoir absorber les tirs qui sont faits contre ces murailles. C'est à cette époque qu'on va aussi réaliser ce qu'on appelle le remparage, c'est-à-dire qu'à l'arrière des murs, on va lever de très importantes talus de terre de façon à faire une sorte de matelas ou de coussin qui viendrait absorber le choc dans les murs. Si aujourd'hui vous voulez voir des bastions encore en place, il s'agit tout simplement d'aller non loin de là. Vous allez sur la citadelle de Port-Louis et vous allez voir le bastion de Groix et le bastion d'Émouriez. Alors même s'ils ont été remodifiés au cours du 19e siècle, ils sont construits à peu près à la même période que le bastion de Mercœur d'Hennebont. Le bastion avait aussi cette forme de pointe qui était extrêmement pratique parce que, évidemment, le tir avec les canons était beaucoup plus compliqué, puisque, évidemment, si on tirait sur une pointe, le canon le boulet n'avait aucune prise, il glissait sur le côté, et pour pouvoir tirer sur le flanc, il fallait s'avancer très très loin dans le blavet, et dès qu'on était face à l'enceinte, on était pris sous le feu de l'artillerie qui pouvait être positionnée sur ce bastion. Parce que l'avantage aussi de cette grande pointe en forme de flèche, c'est tout simplement qu'elle crée aussi une grande terrasse, et terrasse sur laquelle on peut placer de l'artillerie ou éventuellement tirer, ce qu'on appelle tirer à la barbette, au-dessus de l'enceinte. Alors, ce type de fortification, c'est ce qu'aujourd'hui on va traditionnellement ranger dans un grand paquet qu'on va appeler la fortification à la Vauban. Il est vrai que Vauban a utilisé et a développé ce type de fortification, mais cela existe bien avant, puisqu'on en voit les premiers prémices, notamment en Italie. Donc on va avoir à Hennebont ce bastion qui est là, en défense, posé à la fin du XVIe siècle. Peu à peu, avec l'évolution urbaine, la ville d'Hennebont va sortir de l'enceinte, on va vouloir construire à l'extérieur, on va commencer à utiliser comme lieu de cheminement la Lys, c'est-à-dire l'espace plat qui se trouve entre l'enceinte sud et le ruisseau du Loireau. On a un espace plat, ce qui fait qu'on commence tout doucement à ne plus circuler à l'intérieur de la ville close, mais à pouvoir passer à l'extérieur. Et évidemment, lorsqu'on arrive au bout vers le Blavet et la réunion avec le Loireau, on est sur un espace où on ne peut pas tourner pour pouvoir accéder au pont. On sait en plus que les marécages du Loireau posent problème, puisqu'on a trace d'incidents, de noyades, notamment à l'intérieur de cet élément-là. Peu à peu, nous avons également les maisons qui vont venir coloniser cet espace. L'exemple le plus flagrant, c'est les restes de la maison du sieur d'Aracène. Aujourd'hui, lorsque vous descendez sur l'enceinte, vous avez cette espèce de façade de maison avec ses murs, avec ses fenêtres entièrement ouvertes, qui sont aujourd'hui en ruine et qui étaient en fait tout simplement la façade de la maison du sieur d'Aracène qui était construite dans la ville close mais qui avait une ouverture sur l'extérieur. Donc peu à peu, l'enceinte au XVIIe siècle perd son rôle de point de défense. Et le projet va germer de suppression d'éléments de l'enceinte qui posent plus de problèmes que d'autres. Et le premier qui va en pâtir, c'est la porte d'en bas. Là, on aura l'occasion d'en parler. La porte d'en bas, dès 1743, on demande autorisation au roi de France de la supprimer, de la détruire. C'est ce qui est fait. On a également de l'autre côté la tour Capitaine, la tour Capitaine qui est à la place aujourd'hui de l'entrée de la rue Capitaine, qui va disparaître dans ces années-là. Et puis, en 1762, on détruit le bastion. Alors la demande avait été faite par la communauté de ville dès 1760. On avait écrit un courrier au roi de France parce qu'il faut bien sûr l'autorisation du roi pour démanteler une fortification. Celui-ci l'avait accordé pour la porte d'en bas et naturellement le bastion est supprimé. Alors à la faveur de
de ces échanges, enfin de ce projet de destruction qui s'étale. On trouve dans les délibérations, hein, dans les archives de la communauté de ville des éléments intéressants sur son coût, son temps de destruction. Et on a également une mention très intéressante de vente d'arbres qui se trouvaient sur le bastion. Alors ça peut sembler étonnant, mais les chercheurs, hein, et là je remercie Nicolas Morel, hein, qui a beaucoup travaillé sur Port-Louis, de m'avoir signalé ce fait, et il était d'usage de planter des arbres sur les bastions. Alors, sans doute avec deux fonctions, hein, une fonction de défense, mais également une façon d'avoir sur place, à l'intérieur de l'enceinte, eh bien, du bois qui pouvait éventuellement servir. Hein. Et notamment, on a une carte postale du début du XXe siècle où on voit encore les arbres qui sont en position sur le bastion, je crois que c'est sur le bastion des Mouriers, à Port-Louis. Donc à Hennebont, on a également des arbres qui sont mis en vente. Donc le bastion est démantelé, hein, dans les années toute la fin du XVIIIe siècle. Mais ce qui est intéressant, on parlait de traces archivistiques et archéologiques, c'est que si on regarde le cadastre de 1835, donc établi, hein, au cours du XIXe siècle, eh bien on se rend compte qu'il y a des parcelles à l'emplacement du bastion, eh bien, qui ont conservé au moins sa forme sur une moitié. Hein. Le découpage des propriétés s'est fait en respectant l'emplacement d'une partie du bastion. La partie ouest, elle, a été très vite supprimée, puisque c'est là où l'on va créer les quais, et donc le nouvel espace de circulation, parce qu'on passe à cet endroit-là, hein, on a la rue Trottier qui, peu à peu, vient s'installer sur la Lys, qui est à l'époque d'ailleurs la rue de la Claverie, hein, elle deviendra la rue Trottier que beaucoup plus tard. Et eh bien, peu à peu, on va supprimer cet espace-là et on va pouvoir ainsi plus facilement, de la rue Trottier, accéder au quai, tourner sur la droite, comme on le fait aujourd'hui, pour rejoindre le pont de Pierre. Donc on a quand même, hein, et ça c'est assez étonnant, la trace dans le cadastre de ce bastion. On a également quelques traces archéologiques, puisqu'on voit assez nettement, notamment à côté de la façade de la maison d'Aracène, on voit très très clairement dans la maçonnerie, hein, différentes évolutions et reprises qui ont été faites et qui montrent l'endroit où le bastion venait s'attacher. Il y a aussi beaucoup de pierres qui sont neuves, hein, qui ont été posées après la restauration de la Seconde Guerre mondiale, hein, qui voient les maisons qui étaient adossées à l'enceinte totalement disparaître. Hein. Je vous rappelle qu'à la place de l'actuel jardin, eh bien, on avait tout un ensemble de maisons qui venaient dissimuler l'enceinte, et que l'enceinte n'a été de nouveau entièrement visible, au moins tout son flanc sud tel qu'on le voit aujourd'hui, qu'après les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Et le choix qui a été fait de mettre un jardin et de ne pas reconstruire ces maisons. Donc on a aussi, comme parmi les éléments qui sont intéressants, on a la présence de deux armoiries. Une est totalement illisible, hein, elle a été extrêmement abîmée avec le temps. On devine un écu, peut-être un collier qui vient l'enserrer autour, mais elle est très difficilement lisible. L'autre, en revanche, est très claire, puisque ce sont les armes de France, hein, avec l'écu frappé des trois fleurs de lys, hein, avec un dessin d'écu qui, pour le coup, est vraiment XVIIe siècle. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que le roi de France ait donné l'autorisation de détruire le bastion sur lequel se trouvaient ces armoiries, et que les armoiries, eh bien, ont été conservées, déplacées et posées à cet endroit-là sur l'enceinte. C'était important, ça permettait de marquer toujours, eh bien, la possession de cette enceinte par le roi lui-même. Et puis on parlait de questions archéologiques. En mars 2016, hein, donc il y a à peine 5 ans, eh bien, des travaux d'assainissement sur la route du quai, eh bien, ont permis de mettre au jour des élévations de maçonnerie du bastion. Il y a même un endroit où, quand vous descendez dans les égouts, eh bien, vous êtes confronté sur à peu près 1 mètre, 1,20 m de haut, hein, toutes les parties basses de l'enceinte de ce bastion. C'est pas étonnant, il était rarement usage à ces périodes-là, et bien quand on détruisait un élément d'enceinte, qu'on le détruise vraiment jusqu'aux fondations et jusqu'au ras. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi sur une période où on a construit le bastion dans un espace marécageux, hein, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, la grève, hein, le Blavet qui montait et qui descendait. Donc lorsqu'on a aménagé les quais, on ne s'est pas embêté, on a arasé l'ensemble et on a installé les quais.
Ça nous permet d'imaginer que peut-être un jour, dans le cadre de travaux, on pourrait au moins exhumer et retrouver des éléments de maçonnerie de ce bastion puisqu'on peut s'amuser assez facilement par rapport au cadastre de 1835, eh bien, à le repositionner sur une carte. C'est ce qui avait été fait dans la carte archéologique de Fargny, établie par Fanny Tournier en 1992. Elle avait bien replacé le bastion, et ça correspond tout à fait aux emplacements, aux maigres éléments qu'on a pu identifier lors de cette intervention d'assainissement sur les quais. Voilà, on peut en terminer ici pour ce bastion. Donc un élément majeur du système de défense de la ville close, qui rappelle évidemment le dernier siège d'Hennebont, puisque les sièges de la Ligue sont les derniers véritables attaques de cette ville close, et puis qui raconte aussi et qui montre l'évolution urbaine d'Hennebont au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte du patrimoine d'Hennebont. Au revoir.